Bonjour à toutes les personnes présentes. Nous sommes contents de pouvoir contribuer par le biais de cette vidéo à votre colloque. Et situons-nous, si vous voulez bien, après la sortie du décret du 25 avril 2022, nouveau décret qui modifiait certaines règles de fonctionnement du CVS. Ce décret a mis un certain nombre de gens dans l'embarras et dans la difficulté, que ce soit les fédérations de directeurs, les fédérations d'usagers et toutes les personnes qui avaient à s'en servir. Ces personnes se sont regroupées au nombre de 14. 14 fédérations nationales se sont regroupées avec comme objectif de revoir, de revisiter, d'analyser les imperfections du décret, d'essayer de faire vivre le mieux possible la démocratie médico-sociale et le CVS, corriger les zones d'ombre qu'il y a encore dans le nouveau décret. C'est intéressant de noter que ce groupe de 14 fédérations était un peu dans la forme et dans la manière et dans l'esprit surtout d'un CVS. Un genre de CVS de taille XXL, ça nous faisait rire, on disait ça comme ça. Parce qu'il y avait en effet dans ces 14 membres à la fois les professionnels, à la fois les usagers, à la fois, vous voyez, tous les membres. Alors bon, il y en a peut-être quelques-uns qui n'étaient pas là comme les Toubib et d'autres, mais c'était quand même un CVS XXL, avec une question principale qui aurait pu figurer à l'ordre du jour d'un CVS ordinaire. Que voulons-nous changer? Que voulons-nous améliorer dans la situation actuelle après la sortie du décret du 25 avril 2022? Et c'est comme cela que nous avons rendu un rapport de concertation au ministère début février 2023. Alors quelques points simplement que nous avons relevés là. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Des points importants, j'en ai noté 6, je vais en prendre quelques-uns. D'important, c'est d'abord sur le nombre des personnes accompagnées et des familles qui doivent être supérieures en nombre à tous les autres membres du CVS. C'est en point 2, l'importance de renforcer le collège des personnes accompagnées et des proches aidants. L'importance de la place des familles, on n'y reviendra jamais assez. 3, c'est sanctuariser l'obligation sur les droits et les libertés de l'intervention du CVS sur ce point-là. Et puis un point très important sur lequel nous reviendrons peut-être encore tout à l'heure, c'est qu'un dispositif national de formation soit mis en place, parce que tous ceux qui tombent dans la soupe d'une structure dans laquelle il y a un EHPAD n'y connaissent forcément rien, à peu de choses près. Il est très important de mettre en place un dispositif national de formation, et c'est valable aussi pour les personnels et aussi pour les directeurs. Voilà, une brochure nationale d'information serait la bienvenue pour lever les zones d'ombre, etc. Alors, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui s'est passé jusque-là? Donc le rapport de concertation, il a été remis début février 2023 au ministère, qui nous a reçus, M. Combe, ministre alors à cette époque des Solidarités, et ses collaborateurs, et il a immédiatement demandé à la DGCS de réouvrir une concertation sur le décret, en faisant appel aux membres de la concertation. La concertation, il semblait qu'on avait marqué un point important au niveau national à ce moment-là. Malheureusement, dans les jours qui ont suivi, il y a eu un changement de ministère et les choses sont retournées un peu dans les tiroirs. Alors, on est toujours en contact avec le ministère, on n'a pas perdu espoir, et voilà pour cette partie-là. Je laisse la parole à Pascal Le Bianic. Oui, merci Joseph. Effectivement, la question pour ce congrès et pour chaque animateur ou chaque directeur, c'est quelle représentation, quelle idée on a de l'importance du conseil de vie sociale au sein des structures dans lesquelles on travaille. Cette instance de consultation est bien issue des 7 outils de la loi du 2 janvier 2022, dont on vient de fêter le 20e anniversaire l'année dernière, mais pour lequel on pourrait se dire il y a toujours la nécessité d'en faire une évaluation qualitative, une enquête assez approfondie qui permettrait de voir finalement est-ce qu'on y a gagné en démocratie ou pas. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est peut-être pas la seule instance de consultation de démocratie médico-sociale, qu'il peut y avoir d'autres instances possibles au sein des institutions, mais que lorsque elle fonctionne, eh bien, nous avons de nombreux témoignages en ce sens-là, eh bien, on peut en faire un véritable poumon de la vie démocratique. Pour ce faire, il faut que quelques principes démocratiques soient respectés, comme par exemple que les représentants ne soient pas désignés, mais bien élus,
démocratiquement, et on sait qu'il y a des dysfonctionnements qui ne sont pas sanctionnés aujourd'hui. Ce qu'on peut voir, c'est que la mission pourrait être encore un peu plus difficile depuis le décret qui maintenant a décidé qu'il y aurait 11 personnes et de nouveaux membres, donc 7 nouveaux membres autour de la table. Ça demande des compétences pour pouvoir animer une telle instance. On peut regretter qu'il n'y ait pas la présence des animateurs. Il faut souligner que le GAG est partie prenante de notre collectif et qu'effectivement, à sa place, on a préféré désigner, on ne sait pas s'il est désigné ou élu d'ailleurs, c'est pas précisé par le décret, un représentant de l'équipe médico-soignante. Et c'est quand même un peu dommage que la vie sociale de l'établissement ne soit pas représentée par le premier qui l'a fait vivre. Pour que ce CVS fonctionne, il faut effectivement, on l'a vu, que les présidents, qui doivent être des représentants des résidents ou des familles, soient investis de leurs fonctions, mais aussi sans doute qu'un directeur ait compris son rôle au sein de cette instance, qu'il ne cherche pas à vouloir tout contrôler, qu'il accepte qu'il y ait de l'imprécision, que les gens s'investissent de leurs fonctions. Mais on va voir maintenant avec Joseph quel pourrait être, comment définir finalement ce rôle de consultatif. Oui, Pascal, c'est quelque chose de difficile, parce que quand on dit que le CVS est un organe consultatif, c'est pas toujours très facile de se comprendre sur le sens du mot consulter. C'est dans la pratique, il m'arrive de donner des formations sur le CVS, comme Pascal, et on est un peu dans la confusion avec la notion de consultation. Qu'est-ce que ça veut dire consulter? Alors, on est d'accord pour dire que le directeur, une fois qu'il vient consulter son CVS, il reste maître de ses décisions. Un point important qui pourrait éclairer, les Québécois nous parlaient de ça quand on faisait beaucoup d'études qualitatives à une certaine époque, et encore maintenant. Consulter, c'est marcher un instant dans les chaussures de l'autre. Marcher un instant dans les chaussures de l'autre, ça veut dire qu'on arrête de penser par soi-même, ça veut dire qu'on est capable d'entendre ce que disent les différents élus et les membres et les participants, sans avoir besoin de le remouliner, sans avoir besoin de réagir, sans avoir besoin d'en tirer des conclusions immédiates. Simplement prendre les choses telles qu'elles sont. Donc consulter, c'est prendre les choses de manière neutre. Ça m'arrive de faire des formations là-dessus et je mets les directeurs en situation de consulter après avoir fait une démonstration, une explication. Et je peux vous dire que ça n'est pas naturel de prendre simplement de manière neutre, sans se torturer pour essayer de le ramener à soi. Donc consulter, c'est pas évidemment animer une réunion d'information descendante, parce que si c'est une réunion d'information descendante, c'est plus une consultation, c'est une réunion d'information descendante. Ce ne serait pas le même objectif. Un autre point qui peut être intéressant, mais vous l'avez compris déjà, c'est on pourrait dire qu'un CVS, c'est un peu ce qu'on a fait dans la concertation, que le CVS, c'est un peu une manière d'intelligence collective. On a toujours dit qu'on était plus intelligent à plusieurs que seul. Il s'agit de savoir et de réussir à la faire fonctionner, et la consultation et les outils de la consultation sont d'excellents moyens pour le faire. Et un mot par rapport aux directions des établissements, c'est pas un grief, c'est pas jeter contre, mais il est généralement pas dans les meilleures compétences et les meilleures facilités pour un directeur d'animer une réunion de CVS, parce que justement il lui faut pouvoir changer de casquette et pouvoir passer dans la peau de l'animateur qui écoute, qui entend, sans se sentir obligé. On prend tout, on discute rien sur le moment. C'est un exercice difficile à faire, mais consulter, ça s'apprend, ça s'enseigne, ça se pratique, et laissons la place aux animateurs qui peuvent être d'excellents animateurs sur la méthode de consultation. Merci. Pascal. Oui, alors un mot de conclusion en passant par quelques résultats. C'est vrai que notre engagement reste entier et total. Nous avons contribué, comme Joseph l'a précisé, aux États généraux en extrayant 10 propositions de notre rapport de concertation. Ce rapport des États généraux des maltraitances a repris 2 des nôtres, et donc on est en partie satisfait, mais il faut attendre la stratégie nationale qui devrait être publiée en décembre. La première, c'est la question de la formation, donc ça a été repris, la formation des représentants élus compte tenu du turnover des représentants. Et le deuxième point, ça concerne la consultation obligatoire du CVS pour toute atteinte des droits et libertés des résidents. Concernant la foire aux questions à service des élus, des représentants, des présidents de CVS et des directeurs,
eh bien, nous avons réagi à 2 reprises. Il y a eu des améliorations depuis la version du mois de février, donc c'est sur le site du ministère. La version du mois d'avril a amélioré les choses. On a vu 8 avancées positives, mais il y a toujours des contresens juridiques. Et on vous invite à retrouver sur notre site donc le document que nous avons produit. Ces contresens qui peuvent créer de la confusion et pour nous créer des tensions également dans les CVS. Or, un CVS doit pouvoir fonctionner démocratiquement. Bien sûr, est une force de proposition, mais si ça ne l'est pas et s'il y a des dysfonctionnements, le CVS peut aussi être un lanceur d'alerte. Donc en post-affaire Orpea, c'est une réflexion qu'on pourrait avoir. Et pour conclure, je reprendrai la citation d'un article paru dans Géronto News suite à une table ronde que nous avions organisée entre directeur et président de CVS. Eh bien, l'article titrait, en reprenant les propos d'un directeur de la région de Montpellier d'ailleurs, « Un CVS puissant, ce sont des décisions de direction légitimées ». Voilà, eh bien, nous vous remercions de votre attention, nous vous souhaitons une bonne poursuite de congrès.